Bitcoin, Ethereum, Ripple, Solana. On entend ces noms-là partout, n'est-ce pas? On les imagine souvent comme des concurrents, lancés dans une espèce de course effrénée. Mais et si on se trompait complètement? Si, au lieu de voir ça comme une compétition, on voyait ça comme une immense boîte à outils. Une boîte à outils numérique où chaque crypto n'est pas un rival, mais un instrument bien précis avec un rôle unique. C'est exactement ce qu'on va explorer ensemble. Alors, la question qu'on doit se poser, c'est concrètement, à quoi ça sert? Laissons de côté la spéculation, juste un instant. Parce que derrière chaque nom, chaque logo, il n'y a pas juste une monnaie, non. Il y a la solution à un problème bien réel. C'est ça la clé. Et pour comprendre la solution, il faut d'abord bien comprendre le problème. Alors c'est parti, on va décortiquer tout ça. Voilà comment on va procéder. On va commencer par les deux poids lourds, ceux qui ont posé les bases en s'attaquant à l'idée même d'or et de contrat. Ensuite, on verra ceux qui sont arrivés après, pour régler les problèmes de vitesse et d'efficacité. Puis, on ira voir les outils un peu plus techniques, ceux qui font tourner la machine et assurent la stabilité de tout l'écosystème. Et à la fin, on aura, je l'espère, une vision bien plus claire de cette fameuse boîte à outils. Allez, on attaque avec les deux piliers fondateurs, Bitcoin et Ethereum. Il faut bien comprendre qu'ils ne sont pas sortis de nulle part. En fait, ils essaient de répondre à des problèmes qui sont vieux comme le monde. Des questions fondamentales autour de l'argent et de la confiance. Alors voyons voir comment ils s'y prennent. Ok, premier problème, la monnaie qu'on utilise tous les jours. Le souci, c'est que sa valeur peut fondre à cause de l'inflation. Pourquoi? Parce que les gouvernements et les banques centrales peuvent décider d'en imprimer plus quand ils le veulent. C'est eux qui contrôlent tout. Au final, personne n'a vraiment son mot à dire sur la création de cet argent. Et là, Bitcoin arrive avec sa solution. Et cette solution, elle tient en un seul chiffre, 21 millions. C'est tout. Il n'y aura jamais, au grand jamais, plus de 21 millions de Bitcoin. Ce n'est pas une promesse, c'est gravé dans le marbre, enfin, dans le code. Et ça change tout. Ça crée une rareté qui est purement mathématique, impossible à manipuler. C'est précisément pour ça qu'on l'appelle souvent l'or numérique. L'idée, ce n'est pas vraiment d'aller acheter sa baguette avec. Non, sa fonction première, c'est d'être une réserve de valeur. Un peu comme un lingot d'or qu'on mettrait de côté. Un refuge, justement parce qu'il est rare et qu'il ne dépend d'aucune banque ni d'aucun gouvernement. Bon, passons au deuxième grand problème, celui de la confiance. Pensez-y. Pour acheter une maison, il faut un notaire. Pour un contrat de travail, des avocats. Pour un prêt, une banque. On a toujours besoin d'un tiers de confiance, d'un intermédiaire, pour s'assurer que tout se passe bien. Le problème, c'est que ces intermédiaires, ils coûtent cher, ils sont lents et ça génère une paperasse monstre. La question qui tue, c'est « et si on pouvait se passer d'eux? Si on pouvait automatiser la confiance ?» Et là, c'est Ethereum qui entre en scène, avec son idée de génie, le contrat intelligent, ou smart contract. Oubliez les contrats en papier qui dorment dans un tiroir. Imaginez plutôt un contrat qui est en fait un petit programme informatique. Ce programme vit sur la blockchain, ce registre public infalsifiable. Et son boulot, c'est de vérifier tout seul que les conditions de l'accord sont remplies. Si c'est le cas, il exécute ce qui a été convenu, automatiquement, sans besoin de personne. En gros, l'intermédiaire, ce n'est plus un humain, c'est le code lui-même. Alors en pratique, comment ça se passe? C'est simple. D'abord, on programme l'accord. Par exemple, si je reçois telle somme d'argent, alors je transfère la propriété de cet objet numérique. Ensuite, le contrat attend et surveille. Dès que la condition est remplie, hop, le paiement est reçu, il exécute la suite tout seul, sans que personne ne puisse l'arrêter. C'est ce concept qui est à la base de tout un tas de choses, comme la finance décentralisée ou même les fameux NFT. Ok, donc Bitcoin et Ethereum ont vraiment posé les fondations. Mais ils ont aussi leurs limites, un peu comme les premières voitures. Le problème principal, la vitesse et les coûts, qui peuvent vite grimper. Ça a ouvert la porte à une nouvelle vague de projets, dont l'unique obsession est d'aller plus vite et de coûter moins cher. Prenons un exemple très concret que tout le monde connaît, au moins de nom, envoyer de l'argent à l'étranger. Aujourd'hui, les banques utilisent un vieux système appelé SWIFT. Et franchement, c'est lent. Ça peut prendre des jours et ça coûte une petite fortune en frais. C'est un vrai casse-tête. Et c'est là qu'intervient Ripple avec son jeton le XRP. L'idée est simple, remplacer cette vieille tuyauterie financière. D'un côté, on a Swift, qui prend des jours et coûte cher, de l'autre, Ripple, qui promet de faire la même chose, mais en quelques secondes et pour presque rien. Attention, l'outil ici il est conçu pour les banques et les institutions, pas pour le grand public. Le but, c'est de fluidifier les échanges entre elles, pas de remplacer l'euro ou le dollar. Un autre type de problème, c'est ce qu'on pourrait appeler le problème du succès. Imaginez une petite route de campagne. Au début, c'est super, mais si elle devient soudaine l'autoroute principale du pays, c'est le chaos, des embouteillages monstres. C'est un peu ce qui arrive à Ethereum. Tellement de monde l'utilise que le réseau est souvent saturé. Conséquence, les transactions deviennent lentes et les frais, le péage pour utiliser l'autoroute, peuvent devenir exorbitants.
Et pour régler ce problème d'embouteillage, un projet comme Solana a été créé. On l'a parfois surnommé le tueur d'Ethereum, et la raison est simple, la vitesse. Pour comparer, là où Ethereum gère disons une quinzaine de transactions par seconde, Solana en promet des milliers. Et pour des coûts ridicules, de l'ordre de fractions de centimes. Cette capacité de traitement massive, c'est l'outil parfait pour des choses qui exigent une réactivité immédiate, comme les jeux en ligne ou certaines applications financières. Bon, on a vu les grands outils qui s'attaquent à des problèmes du monde extérieur. Maintenant, on va jeter un œil dans la boîte à outils des mécanos. On va parler des instruments qui servent à faire fonctionner l'écosystème crypto lui-même, à le rendre plus stable et plus pratique au quotidien. Le problème numéro 1, celui qui fait peur à tout le monde, c'est la volatilité. Les prix qui font les montagnes russes, qui peuvent gagner ou perdre 20% en une seule journée, c'est passionnant pour les traders, mais pour une utilisation normale, c'est un cauchemar. Impossible de s'en servir comme d'une monnaie stable pour payer ses courses, par exemple. Et la solution à ça, c'est un outil qui s'appelle le stablecoin. Le plus célèbre, c'est Tether, ou USDT. Le concept est hyper simple. C'est une sorte de jeton numérique qui est conçu pour valoir toujours la même chose. Comment ? En étant adossé à une vraie monnaie, comme le dollar américain. L'idée, c'est que pour chaque jeton USDT créé, il y a $1 qui est mis de côté dans un coffre-fort. Du coup, un USDT est censé toujours valoir plus ou moins $1. C'est une encre dans l'océan agité des cryptos. Donc, il faut bien comprendre que le but d'un stablecoin comme Tether, ce n'est pas de faire un investissement pour gagner de l'argent. C'est un pur outil. Il sert à quoi ? À 3 choses, principalement. 1, c'est un refuge. Quand le marché s'effondre, on peut vite échanger ses cryptos contre des USDT pour se mettre à l'abri. 2, c'est un moyen hyper rapide de transférer de la valeur, comme des dollars, sans passer par le système bancaire. Et 3, c'est l'huile dans le moteur des plateformes d'échange. Ça apporte la liquidité nécessaire pour que tout fonctionne fluidement. Allez, dernier problème, très pratique celui-là. Quand on utilise une grande plateforme d'échange, il y a des frais à payer sur chaque transaction. Pour fidéliser leurs clients et faire tourner leur propre système, ces plateformes ont une idée. Créer leur propre jeton, un peu comme une carte de fidélité ou la monnaie d'un parc d'attractions. C'est exactement le rôle du BNB pour la plateforme Binance. On appelle ça un jeton utilitaire. Son utilité première, elle est très concrète. Si on paie ses frais de transaction en BNB, on a une réduction. C'est aussi le carburant qui fait fonctionner tous les autres services de leur écosystème. Et un autre truc intéressant, régulièrement Binance brûle des BNB, c'est-à-dire qu'ils les détruisent pour de bon. L'objectif, c'est de réduire le nombre total de jetons en circulation, ce qui est censé, en théorie, soutenir sa valeur. Voilà, on arrive à la fin de notre tour d'horizon. Et s'il n'y a qu'une seule chose à retenir de tout ça, c'est que le monde des cryptos est tout sauf un bloc uniforme. C'est vraiment, et on y revient, une gigantesque boîte à outils. Une boîte qui continue de se remplir de nouveaux instruments chaque année. La clé, finalement, c'est de changer de question. Au lieu de se demander laquelle est la meilleure, la bonne question à se poser, c'est quel problème est-ce que ça résout ? Bitcoin, c'est l'outil pour la réserve de valeur. Ethereum, c'est l'outil pour les contrats sans intermédiaire. Solana, l'outil pour la vitesse. Chacun a sa place, chacun a sa fonction. Et ça nous laisse avec une dernière question. Une question pour l'avenir. De tous les problèmes que cette technologie essaie de résoudre, que ce soit dans la finance, l'art, les jeux vidéo ou même la gouvernance, lequel va devenir le plus important, le plus urgent à régler ? Parce que la réponse à cette question, elle nous dira probablement quels outils de cette boîte à outils seront les plus précieux demain.